Merci pour l'invitation. Ben, je travaille depuis quelques temps avec la Clinique Mémoire là, à Montréal. Donc, je suis bien content de partager mon expérience avec les biomarqueurs avec vous. Je vais essayer de rester les plus simples possible. Là. C'est toujours un peu difficile. Là. C'est des présentations qui ont été un peu, tu sais, pour des fois pour des médecins, des choses comme ça, mais je l'ai quand même réélaboré un peu. Là, et puis, n'hésitez pas à me faire signe d'abord au niveau technique s'il y a des problèmes, parce que je ne vous vois pas, et sinon aussi pour des questions, ça me fait grand plaisir. Donc, aujourd'hui, on va parler de comment on diagnostique aujourd'hui la maladie d'Alzheimer, hein, surtout grâce aux biomarqueurs. Là. OK? Donc, des conflits d'intérêts potentiels, pas nécessairement un lien avec la présentation. Voilà, donc on commence par la base. Hein. Tu sais, c'est sûr que des fois, en clinique, je sens beaucoup des questions. Qu'est-ce qui est une démence? C'est quoi l'Alzheimer? Est-ce que c'est la même chose? Tu sais, puis aujourd'hui, on a tendance à utiliser plutôt en français surtout les mots troubles neurocognitifs majeurs, là, qui est quand même un synonyme de démence. Là. Démence, donc, c'est au trouble neurocognitif majeur et ça signifie perte d'autonomie. Donc, lorsqu'il y a une perte d'autonomie due à une atteinte des fonctions cognitives, comme la mémoire, le langage, les jugements et autres, mais on parle des troubles neurocognitifs majeurs ou des démences. Il s'agit d'un terme non spécifique, comme un parapluie, là, comme je vois ici, au-dessus duquel il y a plusieurs pathologies, là, dont l'Alzheimer. L'Alzheimer est dans une sous-type des démences, des troubles neurocognitifs majeurs. Cette slide nous montre que la maladie d'Alzheimer, là, ça démarre quand même une cause de mortalité très importante. Des fois, on oublie que l'Alzheimer, on pense surtout aux problèmes cognitifs, mais il faut se rappeler que c'est une maladie mortelle éventuellement due au caractère neurodégénératif là, de la maladie qui éventuellement va toucher aussi la motricité, la mobilité, mais finalement, ça crée des problèmes là aussi très importants de mortalité. Ça reste la cinquième cause des mortalités dans le monde, en fait, là, et plutôt dans les pays industrialisés, là, je dirais. Là. Et c'est la seule cause parmi les 5 premières causes de mortalité dont la mortalité est à la hausse, en fait. Donc, tu es en train d'augmenter, probablement en lien avec l'âge grandissant de la population. Prochaine slide. Voilà. Donc, le nombre des patients, en fait, va augmenter. Là, maintenant, on est à peu près à 600 000 Canadiens touchés par la maladie d'Alzheimer, là, donc la prévalence. Et ces nombres peuvent carrément augmenter jusqu'à 1 million d'ici 2030. Prochaine diapo. Ça, c'est les données québécois, hein, les données québécoises. Donc on voit les cas, donc les nombres totaux des cas au Québec, à peu près 81 000 en ce moment, selon les données de santé publique. Et on voit l'incidence, donc la ligne orange en bas, c'est l'incidence, c'est les nombres des nouveaux cas. Les nouveaux cas par année. Hein. On ne parle pas donc des prévalences, que les nombres totaux, mais les nombres des nouveaux cas diagnostiqués chaque année. C'est légèrement à la hausse, en fait, aussi, par rapport à il y a 10 ans. Donc, ceci, c'est pas dramatiquement à la hausse, mais c'est pas nécessairement vrai. Là, c'est lorsqu'on dit que les cas des troubles neurocognitifs majeurs sont en train de diminuer. Tu sais, selon nos réalités, au moins canadiennes et québécoises, en fait, là, les nombres sont ou stables ou légèrement à la hausse, en fait, aussi. Nouvelle slide. Comment reconnaître, en fait, les signes précoces là, des maladies d'Alzheimer? Nouvelle diapo. Ben, il faut déjà d'abord dire là, que les diagnostics précoces, donc le diagnostic qui est posé rapidement lorsque les symptômes sont pour la première fois mentionnés par les patients ou les proches et sous-diagnostiqués. Okay? On voit ici des études observationnelles rétrospectives. Il y a seulement environ 10% des troubles neurocognitifs légers là, qui sont diagnostiqués précocement et c'est chiffrement à environ un quart, donc 26% lorsqu'il s'agit de diagnostiquer
un trouble neurocognitif majeur, donc une démence, en fait. Et aussi, des études aux États-Unis ont montré que seulement moins des 8%, moins des 10% des cas attendus ont été diagnostiqués en moyenne selon des études sur les dossiers médicaux électroniques. Donc, ça reste une réalité, le diagnostic précoce qui n'est pas encore à son maximum. Prochaine diapositive. Ouais. Donc, les symptômes auxquels il faut faire attention. Donc, il y en a plusieurs, là. C'est sûr qu'on fait attention, par exemple, à des accidents de la route avec responsabilité, sans cause déterminée, lorsqu'on est victime d'escroquerie financière, lorsqu'il y a un déclin de notre fonctionnement, surtout pour les choses un peu plus difficiles, les finances, on oublie régulièrement des pays, on s'est fait escroquer, on paye en double. Ça, il doit être quand même un certain patron récurrent dans tout ça. Là. C'est un accident peut arriver à tout le monde, mais lorsqu'il y a quelque chose là, qui survient de façon plus ou moins régulière, c'est quelque chose qui nous inquiète. Aussi, les rendez-vous manqués, les oublis, la difficulté avec suivre les instructions ou des oublis constants dans la prise de la médication. Ça aussi, c'est des signes très précoces. Hein. Il y a aussi ces éléments psychiatriques, là. Donc une dépression, une nouvelle anxiété, on est facilement surchargé et on devient irritable parce qu'on n'est pas capable de faire ce qu'on était capable, ça nous prend un temps beaucoup plus élevé. Bon, tout ça aussi, c'est des éléments qui pourraient nous mettre la puce à l'oreille concernant le début des maladies neurodégénératives. Là. Il faut aussi écouter les inquiétudes des proches aidants, surtout. C'est très important. Souvent, au début de la maladie, les patients, ils perdent un peu la capacité à avoir les jugements sur leur fonctionnement. Donc, il faut se fier beaucoup aux proches aidants qui remarquent une détérioration du fonctionnement et de l'autonomie, en fait. Que ce soit en termes de cognition, fonctionnement ou comportement. Oui, prochaine diapositive. Par contre, les dépistages, que ce soit cognitifs ou par biomarqueurs, n'est pas recommandé chez les gens qui sont asymptomatiques. Là. Au moins que dans un contexte de recherche, oui, avec un consentement informé signé, alors oui, mais en clinique, c'est recommandé le dépistage, que ce soit par biomarqueurs surtout, mais aussi le dépistage cognitif, seulement chez des gens qui sont symptomatiques, donc qui présentent des problèmes cognitifs ou de comportement. Prochaine diapositive. Comment on diagnostique aujourd'hui et c'est quoi les outils de dépistage? Là? Prochaine diapo. Bon, les diagnostics aujourd'hui en clinique, en première ligne chez votre médecin des familles, là, si vous avez la chance d'en avoir un, en fait, là, mais même en clinique spécialisée, bien, ça repose sur 4 axes d'investigation. D'abord, là, un questionnaire avec les patients et les proches aidants. Je répète, c'est très important d'avoir toujours quelqu'un qui accompagne le patient ou la patiente pour avoir une histoire collatérale. Et là, on va regarder les déclins au fur du temps. Il faut voir, ça prend un déclin fonctionnel pour poser un diagnostic de trouble neurocognitif majeur. Puis, on fait un examen physique ou neurologique là, pour exclure d'autres causes là, d'attentes fonctionnelles. En fait. On passe par la suite à des tests de dépistage cognitif. On va en parler rapidement tout de suite après. Et finalement, la prescription d'une imagerie cérébrale, dans la plupart des cas, je dirais que c'est rendu quand même fondamental. Demander surtout un CT scan cérébral pour le diagnostic normal, mais avec l'arrivée des nouveaux médicaments, une résonance magnétique est nécessaire. Prochaine diapositive. Encore une fois, là, ça, j'y reviens un peu, là, c'est vraiment important, là, dépister les patients et les proches aidants concernant les symptômes cognitifs, donc la perte de mémoire, de langage, les jugements, les fonctions exécutives, même l'élaboration visuospatiale, mais aussi les changements du comportement qui peuvent être subtils, hein, donc l'anxiété, l'irritabilité nouvelle, des symptômes dépressifs qui n'étaient jamais présents auparavant, en fait. Et bien évidemment, toute détérioration récente, inexpliquée des capacités fonctionnelles, donc de l'autonomie, en fait.
Euh, donc, c'est la question classique. Est-ce qu'il y a quelque chose que nous êtes plus capable d'accomplir aujourd'hui, mais que vous étiez capable d'accomplir il y a 2, 3, 5 ans? Donc, ça, c'est une question là, ouverte qui nous donne beaucoup de renseignements. Bien évidemment, il faut éliminer tout ce qui est les maladies concomitantes là, qui sont très courantes et qui peuvent contribuer à l'attente de la mémoire, par exemple. C'est important d'éliminer les effets de la médication. Je n'irai pas dans les détails, mais plusieurs médicaments pour la vessie hyperactive, par exemple, pour l'estomac, pour des problèmes digestifs, là, ou pour des antidépresseurs ou des somnifères, surtout des sédatifs, les fameux benzodiazépines, l'Ativan, c'est des choses qui ont une attente, un impact significatif certain sur la mémoire et sur la cognition chez un patient qui est peut-être déjà un peu fragile. Là, là. Les apnées du sommeil aussi, hein, c'est quelque chose. L'alcool, certaines drogues aussi, là, c'est quand même important de faire un dépistage complet. Prochaine diapo. Bon, bien évidemment, les médecins des familles en général procèdent à des prises de sang. Des prises de sang pour voir s'il y a des anomalies de vos reins, de votre foie, en général des anomalies métaboliques, là, de la thyroïde, qui peuvent, et des déficits de la vitamine B12 aussi, c'est important, ça peut affecter les fonctions cognitives jusqu'à un certain point. Là, ça ne s'explique pas en diagnostic de maladie d'Alzheimer, là, mais c'est quand même, il faut absolument les considérer. Et évidemment, ici, il y a toute une liste des médicaments que votre médecin devra regarder pour bien s'assurer qu'il n'y a pas des effets, les fameux effets anticholinergiques, là, des certains médicaments qui agissent sur les cerveaux et les fonctions cognitives. Là. Prochaine diapositive. Il y a des questionnaires, en fait, qui peuvent être donnés lorsque vous vous présentez chez moi, par exemple, en clinique, là, et chez la clinique, en tout cas, chez les cliniques spécialisées, il y a des questionnaires qui sont donnés pour évaluer un peu là, les fonctionnements cognitifs globaux, les comportements et aussi l'autonomie fonctionnelle. En général, c'est des questionnaires assez courts, ça prend quelques minutes pour les compléter et ça aide beaucoup les professionnels de santé, une infirmière aussi avant là, pour aider les médecins en fait à avoir un profil global. Je vous répète, là, pour les fonctionnements, l'aspect cognitif et les comportements. Là. C'est les trois éléments qu'on regarde pour pouvoir détecter les signes précoces du début des maladies d'Alzheimer. En fait. Prochaine diapo. Et on arrive aussi au test de dépistage cognitif que vous passez chez votre médecin dans son bureau pour faire un dépistage de la cognition. Okay? Donc là, c'est des tests en général, ça prend quelques minutes. Les MOCA, vous le connaissez peut-être, c'est le plus connu. C'était développé ici à Montréal, c'est connu mondialement. Président Trump, là, lui, il en passe à chaque année, on entend parler beaucoup dans les nouvelles. C'est très sensible et spécifique aussi euh, euh, aux troubles cognitifs légers, hein, ce qu'on appelle les mild cognitive impairment. Il y a d'autres tests qui peuvent être utilisés. Les mini-mentales, c'est moins sensible aux troubles précoces de l'Alzheimer. Les tests de l'horloge aussi en combinaison avec un petit test de mémoire, ça peut faire, c'est pas tellement de diagnostic, mais ça peut aider beaucoup. Mais l'important, c'est avoir quand même une évaluation de votre fonctionnement cognitif par des tests standardisés, des dépistages, en fait. Prochaine diapositive. C'est ça. Donc là, je reviens aux problématiques de l'imagerie cérébrale. Bien évidemment, là, il faut voir une imagerie. Quoique, les recommandations canadiennes, qui à mon avis devraient être un peu modifiées, pour certains gens, même au-delà d'un certain âge, là, si je me rappelle bien, en haut des 80, je ne veux pas dire un chiffre, mais il suggère que des fois, devant un tableau classique, typique
des maladies d'Alzheimer débutants, ben, il n'y aurait pas nécessairement l'indication de procéder à une neuroimagerie par CT scan ou par résonance magnétique. Bon, c'est sûr qu'en clinique, moi, j'ai vu absolument voir les cerveaux et avec l'arrivée des nouveaux médicaments qui modifient la trajectoire de la maladie, bien évidemment, une résonance magnétique est nécessaire pour pouvoir bien évaluer l'état du cerveau, pour savoir là, si les patients sont candidats ou non à recevoir les nouveaux médicaments, entre autres parmi d'autres critères d'inclusion et d'exclusion. Donc, la résonance magnétique, je dirais que c'est l'examen qui permet de voir aussi tu sais, la santé du cerveau en termes de copathologie vasculaire, en fait. Est-ce qu'il y a eu des AVC? Est-ce qu'il y a un cancer là, qui pourrait expliquer tout ça? C'est rare, mais des fois, on a des découvertes inattendues. Hein. Donc, l'importance d'avoir une belle imagerie cérébrale devient de plus en plus importante. Prochaine diapositive. Bon, mais là, rentre dans le vif du sujet, les biomarqueurs. Là. Donc, prochaine diapositive. Comme je vous ai dit tantôt, jusqu'à maintenant, on repose beaucoup là, sur notre examen physique, neurologique, l'histoire, les tests de dépistage, une petite imagerie cérébrale. Et tout ça, jusqu'à récemment, ça nous donnait un diagnostic des maladies d'Alzheimer possibles ou probables basées sur la clinique seulement. C'est quoi le problème? Prochaine diapositive. Voilà. Prochaine diapositive aussi. Merci. Ben, le problème est que cette... Non, en arrière un peu, là, Julia, s'il te plaît. Voilà. Merci. Le problème, c'est que cette présentation clinique isolée, en fait, souvent est très peu sensible et spécifique pour la pathologie d'Alzheimer. Là. Donc, on peut facilement et souvent, on se trompe à poser un diagnostic de maladie d'Alzheimer lorsqu'on se fie simplement sur la clinique et sur la neuroimagerie. Là. On a vraiment une précision diagnostique qui ne dépasse pas les 70% selon plusieurs études. Ça peut varier aussi en certaines différences si sont médecins de famille, nos spécialistes, mais même les spécialistes, là, il y a des études qui ont montré carrément ça, qu'on peut se tromper souvent même là, pour prédire la pathologie sous-jacente de notre présentation clinique. En fait. Prochaine diapositive. Voilà, c'est pour ça que depuis quelques années, on a introduit les biomarqueurs. Les biomarqueurs nous permettent d'aller chercher l'évidence des pathophysiologies Alzheimer. Là. Donc, là, je vous rappelle rapidement, là, sans aller dans les détails, mais la maladie d'Alzheimer se caractérise par la présence d'accumulation dans le temps des plaques amyloïdes et des protéines tau phosphorylées. C'est les deux protéines qu'il faut garder en tête là, qui donnent la maladie d'Alzheimer. Et on est capable de les détecter sans attendre la pathologie, donc sans attendre là, qu'on enlève les cerveaux, on les coupe en morceaux pour voir s'il y a des plaques d'amyloïdes et des protéines tau. On est capable de les détecter par ponction lombaire ou bien par imagerie TEP amyloïde, qui est disponible aussi au Québec. C'est un peu plus difficile d'accès, mais on est disponible. Donc, on peut utiliser ces méthodes pour aller chercher la protéine tau et la protéine amyloïde qui va confirmer en fait, la présence des pathologies Alzheimer pour avoir donc un diagnostic pas seulement clinique, mais aussi prouvé, prouvé par biomarqueurs, donc avec évidence des présences des pathologies Alzheimer. Prochaine diapositive. Les TEP amyloïdes, là, c'est c'est un scan, un scanner, là, puis c'est fait dans plusieurs, en médecine nucléaire, c'est un examen en médecine nucléaire. Il y a plusieurs hôpitaux qui offrent ça au Québec, à Montréal aussi, en fait, là, puis c'est très sensible et spécifique pour détecter la pathologie amyloïde et il y a une correspondance quasiment à 100% avec la pathologie. Donc, lorsqu'on détecte de l'amyloïde par TEP amyloïde, ben, on est pas mal certain qu'à l'autopsie, on va trouver des plaques amyloïdes aussi. Là, en fait. Donc, les TEP amyloïdes est disponible au Québec, mais c'est difficilement disponible. L'accès demeure quand même limité, très limité. Les TEP
taux, par exemple, là, ça, c'est non disponible au Québec, c'est disponible juste seulement en recherche. En fait, nous, on a la chance de pouvoir l'utiliser. On a la chance de pouvoir l'utiliser aussi pour les clinical trials. Il y a beaucoup de laboratoires à Montréal et qui l'offrent, mais en privé seulement. Donc, ce n'est pas remboursé par les systèmes publics. Et ça donne également une excellente prédiction de la présence des plaques des enchevêtrements des protéines tau à la pathologie. Donc, c'est deux examens disponibles en recherche. La pathologie amyloïde est aussi disponible en clinique, mais l'accès est limité. Prochaine diapositive. Les liquides céphalorachidien, moi, ça fait plusieurs années que j'utilise cette méthode légèrement invasive, là, mais c'est très bien toléré. On fait une petite ponction dans le dos, en bas du dos, là où il n'y a pas de moelle épinière. On collecte un peu des liquides céphalorachidien qui entourent la moelle épinière et on l'envoie aux États-Unis pour analyser pour la présence des protéines amyloïdes et des taux phosphorylés. Les études ont également montré qu'il y a une concordance très bon, supérieur à 90% avec les TEP amyloïdes, que je vous rappelle, lui, il a une sensibilité spécificité presque à 100% avec la pathologie. Donc, les liquides céphalorachidien, donc la ponction lombaire, est un excellent examen pour prouver la pathologie Alzheimer. On peut mesurer la protéine amyloïde, on peut mesurer la protéine tau phosphorylée. Il y a des ratios il y a des laboratoires qui ont été approuvés aux États-Unis et même au Canada, en fait, là, pour diagnostiquer la maladie d'Alzheimer. Prochaines étapes, prochaine diapositive. Il y a quand même des contre-indications, des problématiques là, pour la méthode ponction lombaire et pour les TEP amyloïdes. Là. Donc, tu sais, pour la ponction lombaire, ben, ça prend des médecins qui sont capables d'en faire. Ce n'est pas une procédure bien compliquée, mais il faut quand même avoir un certain entraînement pour pouvoir la réaliser. Ça prend environ 30 minutes, donc il faut prévoir nos journées pour faire ça, en fait. Les gens, en général, ont un peu peur, là, quoique finalement, lorsqu'on leur explique la procédure, là, c'est comme l'épidurale pour pour la femme enceinte. C'est quelque chose qui, en général, n'est pas douloureuse du tout. Là. Ça donne un petit inconfort, mais ce n'est pas quelque chose qui donne de la douleur dans la grande majorité des cas. Là. Il faut aussi dire que les analyses sont faites à l'extérieur du Québec lorsqu'ils sont remboursés par la RAMQ. Là. Donc, on doit les envoyer à l'extérieur du Québec. Ça pose quelques problèmes, notamment avec les États-Unis maintenant. Donc, il y a des problèmes de douane, comme vous le savez bien, et ça peut carrément retarder beaucoup les résultats ou carrément les annuler, en fait. Là. Les TEP amyloïdes, je vous ai déjà parlé, c'est disponible au Québec aussi, c'est couvert, mais l'accès est très variable au Canada et même au Québec. Il y a une certaine exposition au rayonnement aussi, là, en fait. C'est minime, mais bon, c'est un peu plus coûteuse, en fait, là, qui est une ponction lombaire. Et également, la détection des plaques amyloïdes là, est un peu plus tardive par rapport à la ponction lombaire. Lorsque la ponction lombaire risque d'être positive pour pour l'amyloïde avant les TEP amyloïdes. Donc, il y a un certain avantage, je dirais, d'utiliser la ponction lombaire pour détecter précocement la maladie d'Alzheimer. Prochaine diapositive. C'est ça. L'accès à ces biomarqueurs lorsqu'on parle des ponctions lombaires ou des TEP amyloïdes demeure très limité au Canada. Environ 1% des gens qui pourraient en bénéficier ont finalement accès à ces mesures des confirmations pathologiques de la maladie d'Alzheimer, entre autres pour toutes sortes, pour tous les problèmes que je vous ai mentionnés tantôt, en fait, mais également pour les TEP, c'est sûr que les scanners, là, c'est très variable l'accès, vous voyez sur la carte du Canada. Là. Au Québec, on est quand même assez bien équipé. On est peut-être la province avec, on fait plus d'examens, la TEP amyloïde, mais malgré ça, l'accès est diminué parce que les TEP sont utilisés aussi pour les cancers, pour d'autres maladies. Donc, les temps vraiment dédiés à la neuropathie, à la maladie d'Alzheimer est très minime. Donc, ça, c'est un gros problème d'accès, en fait. Prochaine diapositive. Ben, c'est pour ça,
C'est pour ça que maintenant, depuis un an au Québec, en clinique, on dispose des fameuses biomarqueurs plasmatiques qui sont en train de remplacer de plus en plus en clinique et aussi en recherche. Là, comme vous savez, la clinique de Dr Bergeron, la clinique de la mémoire, il fait beaucoup d'essais randomisés pour la maladie d'Alzheimer. Mais il y a des tests de dépistage de la maladie d'Alzheimer basés sur les biomarqueurs et maintenant en clinique aussi, on peut l'utiliser. Vous aurez peut-être entendu parler, ou peut-être pas, là, du fameux PETO 217. C'est la prise de sang plus sensible et spécifique pour la pathologie amyloïde et aussi pathologie tau, en fait. Là, c'est comme une mesure qui combine, qui est sensible à la présence précoce d'amyloïdes et des protéines tau dans les cerveaux lorsqu'on la compare avec les TEP amyloïdes. Donc, c'est un test qui est vraiment très sensible et prédit de façon quasi parfaite la présence d'amyloïdes telle qu'est mesurée par les TEP amyloïdes, qui, je vous rappelle, est le test standard, gold standard, pour la détection de l'amyloïde dans le cerveau. Donc, c'est un test qui est moins invasif, beaucoup moins coûteux et aussi sensible et spécifique au quasi. Prochaine diapositive. Ça, c'est des chercheurs qui travaillent avec moi, en fait. Et aux autres, ils ont fait une revue systématique là, de toutes les études. Prochaine diapositive. Merci, Julia. De toutes les études qui ont été publiées récemment concernant donc la sensibilité et la spécificité du PETO 217 qui est mesuré dans les plasmas, donc dans le sang, par prise de sang. Ils l'ont comparé, en fait, ils ont fait une revue de toutes les études qui ont comparé cette prise de sang particulière avec les TEP amyloïdes, avec les TEP tau, et ils ont vu que la sensibilité et la spécificité, ça veut dire donc la capacité des précisions dans détecter ou non l'amyloïde et les taux dans le cerveau est excellente pour les deux mesures. Donc, autour de 90%, il y a une excellente concordance entre l'épéto 217, donc la simple prise de sang, et la présence d'amyloïdes et des protéines tau dans le cerveau, telles que mesurées par les TEP, la mesure TEP. Prochaine diapositive. Il y a aussi une excellente concordance avec les liquides céphalorachidiens. Lorsqu'on compare la prise de sang pour voir avec PETO 217 la présence d'amyloïdes et des taux avec les liquides céphalorachidiens et même encore avec la neuropathologie. Donc, ils ont pris des cerveaux, des gens qui avaient la maladie d'Alzheimer, qui sont décédés. Ils ont fait une comparaison avec les différentes méthodologies juste avant les décès. En fait, il y a une concordance qui, encore une fois, est autour de 90% entre les résultats positifs au PETO 217 et la présence de la protéine anormale dans les liquides céphalorachidien, donc par fonction lombaire, et même à la neuropathologie. Donc, l'épéto 217 est maintenant considéré comme un test comparable aux autres méthodes, très sensible, très spécifique pour la présence des maladies d'Alzheimer lorsque quelqu'un se présente avec des symptômes cognitifs. Prochaine diapositive. Il y a, ça, je ne dirai pas dans les détails, là, mais il y a plusieurs d'autres biomarqueurs là, qui vont tester d'autres mécanismes qui seraient impliqués dans la maladie d'Alzheimer. On a la protéine tau, on a la protéine amyloïde, mais il y a aussi processus inflammatoire là, qui est très connu et il y a aussi des biomarqueurs qui sont en train de se développer pour pouvoir aller mesurer ces éléments. Et donc, la recherche est très active et très excitante, je dirais, par rapport à ces nouvelles découvertes. Et puis, il y aura aussi des biomarqueurs qui pourraient un jour aussi confirmer ou non la présence des copathologies. Hein. Il n'y a pas juste l'Alzheimer dans le cerveau, je vous en ai parlé tantôt, il y a d'autres maladies. Donc, on n'a pas actuellement des biomarqueurs. Il faut attendre l'autopsie hein, pour trouver c'est quoi les problèmes, tout ça. Mais maintenant, il y a beaucoup de recherches qui se développent aussi pour les copathologies ou pour les maladies neurodégénératives alternatives à l'Alzheimer. Prochaine diapositive.
Ça aussi, c'est juste une diapositive résumée des différents biomarqueurs là, qu'on peut utiliser. Donc, on revoit la P277, que c'est un peu la plus importante là, cliniquement, je dirais. Il y en a d'autres, là, comme les ratios à bêta 42 sur 40. Il y a aussi NFL ou GFAP, là, qui sont plus des biomarqueurs en lien avec la mort neuronale. Là, donc, lorsqu'on perd nos cellules dans le cerveau, les neurones, ben, à ce moment-là, on relâche des protéines, on est capable de les détecter. Donc, ça nous donne aussi des éléments des progressions de la maladie. Et les GFAP, c'est plutôt en lien avec des mécanismes inflammatoires. Je n'irai pas plus dans les détails avec ça, c'est plutôt dans la recherche à ce moment aussi. C'est important de mentionner que lorsqu'on fait une prise de sang à la recherche des pathophysiologies d'Alzheimer, ben, les résultats, comme je disais tantôt, là, ils peuvent être anormaux avant les résultats au TEP. Donc, lorsqu'un TEP amyloïde est normal, est lu comme étant normal par les médecins nucléistes, ben là, on pourrait quand même avoir là, une discordance avec les biomarqueurs sanguins ou même les liquides céphalorachidiens parce qu'ils deviennent positifs avant un fait les TEP. Donc, c'est bien à savoir lorsqu'on retrouve des discordances. Et c'est aussi important pour que tous ces changements qu'on trouve à la ponction lombaire, au TEP et à la prise de sang surviennent même plusieurs années, voire plusieurs décennies avant les débuts des symptômes, en fait, là. Donc, quelqu'un qui est asymptomatique, fait une prise de sang, on trouve des anomalies. Bon, l'interprète, d'ailleurs, ce n'est pas recommandé, comme je vous dis tantôt, il faut être symptomatique, mais en recherche, on les fait, on suit ces patients-là, et puis éventuellement, chez certaines, ils vont développer des troubles cognitifs. Ben, je vous parle de ça parce que cette fenêtre thérapeutique devient de plus en plus importante lorsqu'on a de la présence des biomarqueurs positifs et on est encore peu symptomatique au plan de vue cognitif, comportemental et fonctionnel. Ça ouvre une fenêtre dans laquelle on peut agir avec des médicaments, entre autres préventifs. Il y a beaucoup de recherches que la clinique des mémoires est en train d'accomplir en ce moment, justement sur ce stade très, très, très précoce de la maladie d'Alzheimer, lorsqu'il y a des biomarqueurs positifs, mais très peu de symptômes encore. Donc, c'est important vraiment de se focuser sur ce diagnostic précoce. Prochaine diapositive. Là, c'est les bénéfices des biomarqueurs sanguins. Là, je l'ai déjà parlé, c'est plus accessible, beaucoup moins invasif là, qu'une ponction lombaire, moins coûteux, requiert moins de ressources, sont potentiellement accessibles même en région. Là, vous savez, le Québec, le Canada est très grand et puis ces prises de sang-là peuvent être donc facilement accessibles même en région, en fait. Par contre, ils ne sont pas encore approuvés par Santé Canada. Ça veut dire qu'on peut quand même les demander. Ils sont très fiables, mais Santé Canada n'a pas encore mis son étamble sur l'autorisation. Peu importe, moi, en clinique, j'en demande parce que je fais confiance aux résultats des différents laboratoires qui ont prouvé donc leur sensibilité et spécificité, mais on attend sous peu l'approbation par Santé Canada. En fait. Il y a certaines comorbidités comme des problèmes rénaux, l'obésité aussi, certaines conditions comme les polyneuropathies ou d'autres maladies qui peuvent fausser un peu certains résultats des PETO 217. Donc, il faut faire attention, il faut quand même les savoir interpréter de la bonne façon, là, en fait, là. Et puis, il y a beaucoup de recherches là, qui est en train de se faire pour d'améliorer davantage la sensibilité et la spécificité des CPTO 217. Là. Donc, on n'est pas rendu à la fin de l'histoire. Là. Il y aura beaucoup de développement dans les prochaines années, certainement. Enfin. Prochaine diapositive. C'est ça. Là. Donc là, c'est, comme je vous ai dit, là, c'est important de choisir les bons patients chez qui demander les tests. Là. Si on les demande chez n'importe qui, trop jeune,
asymptomatiques, on risque d'avoir des faux positifs ou des faux négatifs. Il faut quand même sélectionner les bons patients chez qui demander ces tests, ces prises de sang-là. En général, il s'agit d'un patient symptomatique, donc il a quelques troubles cognitifs, notamment des mémoires, mais pas nécessairement. Pas trop jeune, hein, parce qu'il est trop jeune, il y a des résultats peuvent être faussés. Une présentation clinique typique des maladies d'Alzheimer, ben là, la probabilité pré-test est très élevée. Donc, l'interprétation du test est beaucoup plus convaincante lorsqu'on a ces tableaux cliniques plus classiques, en fait, là. Et bien évidemment, un test sanguin ne remplace pas aucunement une évaluation clinique complète par un professionnel de la santé expérimenté en troubles neurocognitifs et en maladie d'Alzheimer. Prochaine diapositive. Ça, j'en ai déjà parlé beaucoup, là, mais quand d'utiliser les prises de sang, ben, lorsque l'accès à la ponction lombaire est limité, lorsqu'il y a beaucoup de préoccupations concernant le caractère invasif de la ponction lombaire, on utilise des anticoagulants comme les Coumadin ou les nouveaux anticoagulants là, qu'on utilise maintenant, et c'est quand même, c'est un peu compliqué d'arrêter ces médicaments pour faire et même un peu risqué à l'occasion. Donc, on évite de faire des ponctions lombaires chez les gens anticoagulés. Et donc, on préfère utiliser une prise de sang, mais également lorsqu'il y a eu, par exemple, des variations anatomiques comme une fusion lombaire ou des plaques et vis là, qui pourraient rendre la procédure des ponctions lombaires plus compliquée, là. Donc là, bien sûr, on va demander davantage une prise de sang. Prochaine diapositive. On pourrait aussi favoriser la prise de sang versus les TEP amyloïdes lorsque on n'a pas de scanner, là, comme dans plusieurs régions éloignées au Québec, lorsqu'il y a des inquiétudes concernant les risques liés au rayonnement et lorsque les patients présentent une claustrophobie sévère. Bien évidemment, à ce moment-là, on pourrait davantage se fier aux prises de sang. Prochaine diapositive. Euh, Par contre, lorsque ce n'est pas recommandé de faire un biomarqueur sanguin, parce que les biomarqueurs sanguins aujourd'hui, c'est juste pour l'Alzheimer. Si on soupçonne une pathologie différente comme la Parkinson, la démence avec corps de Lewy, la démence frontotemporale, c'est ça les pétos 217, la prise de sang, donc n'est pas indiqué là, parce que ça ne va pas confirmer ça va pas nous confirmer la présence d'une autre maladie que l'Alzheimer, là. Puis des fois, on a un tableau clinique qui pourrait être, par exemple, très compatible avec une maladie de Parkinson. On fait une prise de sang, on a une évidence d'Alzheimer, et là, donc, on est pris avec une copathologie, là, donc, dans le sens que peut-être l'Alzheimer qu'on trouve par biomarqueur, c'est pas nécessairement la cause du problème. Là. La cause du problème, c'est son Parkinson, par exemple, en fait, là. Donc, ça peut être juste une copathologie. Encore une fois, ça prend l'expérience d'un clinicien pour pouvoir bien interpréter les résultats dans le bon contexte clinique. Je vous ai parlé aussi de certaines comorbidités, donc l'insuffisance rénale, la cirrhose du foie, lorsqu'il y a d'autres copathologies systémiques qui peuvent un peu altérer en fait les résultats des prises de sang. En fait. À ces moments-là, donc, on préfère ne pas utiliser des biomarqueurs ou plutôt utiliser des méthodes alternatives comme les liquides céphalorachidien ou les TEP amyloïdes. Prochaine diapositive. Oui, dans le parcours, là, dans le parcours diagnostic, où est-ce qu'on peut envisager la présence des biomarqueurs, lorsqu'on pourrait demander? Bien, prochaine diapositive. En première ligne, on pourrait penser chez le médecin des familles. Là. Chez le médecin des familles, lorsqu'on fait une évaluation clinique, puis là, on en doute pour la présence d'Alzheimer, les médecins des familles pourraient donc prescrire une prise de sang pour confirmer la maladie d'Alzheimer ou bien pour écarter la maladie d'Alzheimer et repérer d'autres pathologies. Ça, c'est une clinique médecin de famille première ligne. Prochaine diapositive.
ou bien chez le spécialiste à ces moments-là, lorsque on veut confirmer la présence des pathologies Alzheimer pour pouvoir prescrire les nouveaux médicaments qui nécessitent la présence des confirmations pathologiques d'Alzheimer. Ben, à ces moments-là, cette méthode pourrait remplacer la ponction lombaire et l'imagerie TEP amyloïde dans des cas bien précis où est-ce que la présentation clinique est hautement suggestive d'une maladie d'Alzheimer. Prochaine diapositive. Pourquoi c'est important, là? Puis j'arrive vers la conclusion, en fait, là. Pourquoi c'est important les diagnostics précis et précoces de la maladie d'Alzheimer, en fait, là, grâce aux biomarqueurs, là? Bien, ça permet d'éviter l'errance diagnostique et les nomadismes médicaux. Lorsqu'on a une confirmation pathologique, bien, c'est sûr que ça devient plus facilement acceptable et puis on peut passer à organiser notre vie en conséquence, en fait, là. Ça pourrait aussi rassurer lorsque le test est négatif, mais il y a beaucoup des troubles attentionnels à n'importe quel âge qui pourraient être misdiagnostiqués comme un début de maladie d'Alzheimer. Là. Donc, un biomarqueur négatif pourrait écarter la maladie d'Alzheimer et pourrait donc rassurer davantage là, nos patients, en fait. Ça permet aussi de prendre des décisions personnelles, comme la demande anticipée d'aide médicale à mourir, les testaments, la demande, les mandats en cas d'inaptitude, toutes des procédures légales qui sont importantes à planifier, là, tout ce qui est la planification, là, ça nous aide beaucoup, en fait. Ça nous aide aussi à préparer l'entourage là, à ce qui s'en vient, en fait, là, à avoir un accès prioritaire précoce au système des prises en charge là, pour donc contrôler davantage là, nos facteurs de risque vasculaire, nos habitudes de vie, pour être plus actifs physiquement et cognitivement, pour essayer de mitiger et de ralentir davantage par nos habitudes de vie, améliorer les déclins cognitifs. Et aussi, bien évidemment, pour nous permettre la participation à des essais thérapeutiques, donc des clinical trials pour la recherche, là, pour les nouveaux médicaments, parce que maintenant, souvent, quasi toujours, pour pouvoir participer à un essai randomisé pour la maladie d'Alzheimer, contre la maladie d'Alzheimer, ben, ça prend la confirmation pathologique. Donc, ce test, ça nous permet d'aller plus rapidement vers un diagnostic précis là, de la maladie d'Alzheimer. Enfin. Et bien évidemment, pour accéder aux nouveaux médicaments, là, ce n'est pas le but de la présentation, là, mais c'est les nouveaux médicaments, lecanemab, donanemab, qui ralentissent la progression de la maladie d'Alzheimer au stade précoce. Ça nécessite une confirmation biologique de la maladie d'Alzheimer. Prochaine diapositive. Ben, là, je m'arrêterai ici parce que c'est déjà midi 47. Je vais préparer un petit cas, en fait, là, mais je demeure plutôt disponible à prendre vos questions. Merci, Dr. Vitali. C'était une présentation avec beaucoup d'informations. On va donner quelques petites minutes aux gens. Donc, vous pouvez mettre directement dans le chat où il y a une section Q&A. Vous pouvez directement taper vos questions là-dedans et je vais pouvoir les lire et Dr. Vitali va pouvoir nous les répondre. Attendre quelques petits instants. Par moment, ça prend un instant pour qu'on ait trouvé la section pour les questions. Fait qu'on n'aurait pas de questions, vous avez tout tellement bien expliqué. Vous voulez que je présente les cas cliniques là, ou Ouais, peut-être qu'on peut en faire un. ouais, oui, j'ai juste un, en fait, là. Ok. C'est- Ah, Ah, attends un peu. Là, on a une OK. question. J'ai quand même. Ah, il y a une question, je pense, là. OK, là, il y en a quelques-unes qui rentrent. Donc, Ah, premièrement, quand vous parlez des diagnostics précoces, quel âge est selon vous trop tôt pour consulter? ben, c'est une bonne question, ça. Mais effectivement, c'est pas un âge
comment ça s'appelle, chronologique, on dit ça, un âge, c'est pas un âge à laquelle 50, tout ça, là, tu sais, c'est vraiment les débuts, tu sais, lorsqu'on est symptomatique, là, on commence à avoir là, des craintes pour notre mémoire, mais là, ça prend justement, donc c'est pas vraiment l'âge selon notre date de naissance, en fait, mais c'est plutôt la présence d'inquiétudes, de craintes liées à notre fonctionnement cognitif. Bien évidemment, tout le monde en a. Moi aussi, j'en ai des craintes, là, de tout le monde. C'est comme fréquent. Ben, ça ne veut pas dire qu'on est au début d'une maladie d'Alzheimer. C'est pour ça que l'évaluation clinique initiale par un professionnel de la santé et des tests de dépistage cognitif devient important pour vraiment avoir un jugement clinique par un médecin spécialiste ou par une infirmière spécialisée, qu'il y a effectivement quelque chose qui va au-delà de la crainte subjective par rapport à un trouble cognitif débutant. Il faut voir des évidences un peu plus concrètes, objectives, là, Mhm. qu'il y a un début des pertes cognitives, là, en fait, là. Donc, ces OK. moments-là, peu importe l'âge, là, moi j'étais patient aussi de la quarantaine, 45, rare, hein, rarissime, heureusement, mais ou même dans la soixantaine, genre soixantaine, là, ça c'est quand même un âge où on peut commencer à voir des problèmes cognitifs chez quelqu'un qui a de l'Alzheimer précoce, par exemple, OK. là. Et Ça, donc, ça oui, dans rentre ces en fait cas-là, dans la prochaine question. Fait que merci pour ça. Fait ouais. que pour la première question, on se souvient, les petits morceaux clés ici, qu'il n'y a pas d'âge spécifique. C'est dès qu'on a des symptômes qui deviennent un peu problématiques au niveau de notre quotidien. La prochaine question qui découle un peu de Joanne qui dit, quelle est la forme qu'on dit héréditaire? Ouais, la forme héréditaire, là, ben, il y a trois gènes, c'est très rare, hein, c'est moins de 1% des gens avec l'Alzheimer. Il y a trois gènes qui sont bien connus, qui sont pour la forme familiale là, de la maladie d'Alzheimer. C'est en général, là, c'est des patients qui ont cette forme-là. En général, ça commence vraiment là, dans la fin trentaine, début quarantaine, avec certaines variations, mais c'est vraiment des débuts précoces, très précoces, là. Donc, c'est avec une histoire familiale très chargée aussi, là, mais à début précoce, là, pas des gens dans la 65, 70, 75, 80. Là. On parle des gens de la quarantaine, 45, début cinquantaine, donc vraiment précocement. Il y a trois gènes qui donnent ça. Il y a aussi des facteurs de risque génétiques. Là. Il y a aussi les facteurs de risque génétiques qui ne sont pas les trois gènes qui donnent la maladie héréditaire familiale, mais il y a un gène en particulier, l'ApoE. Si Mhm. on a un variant précise, donc une sorte des variants de ces gènes-là, c'est un gros facteur de risque pour développer aussi la maladie d'Alzheimer. En fait. Parfait. Fait que pour résumer, oui, ça existe, c'est une forme très, très, très rare. Il faut vraiment se faire dépister pour quelques gènes très spécifiques. Donc ensuite, on a une question au niveau du Peto 217, le fameux biomarqueur plasmatique qu'on a discuté aujourd'hui. Est-ce qu'il est disponible dans les laboratoires publics ou privés? Alors, dans les deux, au public disponible au Québec, lorsqu'il est prescrit par un professionnel, ça prend une demande hors Québec. Donc, les biochimistes de l'institution autorisent les tests hors Québec. Chez nous, dans ma pratique hospitalière, on les fait ça à Vancouver, en fait, là, dans un laboratoire à Vancouver. Ça existe aussi dans le privé à Montréal. En fait, vous le demandez, en fait, vous ne devriez pas le demander à l'extérieur de la recherche ou bien lorsque c'est votre médecin qui le demande pour des raisons précises, mais c'est disponible en privé aussi. Mais à Montréal, par exemple, lorsqu'on les fait imprimer, c'est en privé, c'est envoyé quand même aux États-Unis. Là. OK? Donc, ce n'est pas fait nécessairement localement à Montréal, c'est toujours envoyé en clinique à l'extérieur de la province. Excellent. Fait que ça répond déjà à une autre question. Fait qu'en résumé, ici, encore une fois, les tests, on peut les accéder, mais souvent, c'est l'analyse qui va se faire hors Québec. Mais les tests peuvent se faire au Québec actuellement. Ensuite, on a une question qui dit, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur tout ce qui est le lien entre la maladie d'Alzheimer et l'apnée du sommeil?
Oh ben oui, oui, oui. Ça, c'est... bah, écoutez, ce que j'ai pu en dire, d'abord, c'est un facteur de risque des maladies neurodégénératives. En fait, là, excusez, alors, les problèmes du sommeil, entre autres les syndromes d'apnée et hypopnée du sommeil, l'apnée du sommeil non traité est un facteur de risque pour troubles neurocognitifs. Euh, donc, tout ce qui est sommeil, en fait, anomalie du sommeil, on peut avoir des corrélations avec la maladie d'Alzheimer, avec la pathologie d'Alzheimer aussi. Il y a toutes sortes de variations et de changements du rythme circadien, du rythme sommeil-éveil avec la présence des maladies d'Alzheimer, en fait. Là. Mais à toute fin pratique, là, si, c'est bien vous faire dépister pour les apnées du sommeil si vous pensez en souffrir. Donc, somnolence diurne, ronflement, quelqu'un vous dit que vous arrêtez de respirer pendant la nuit. C'est très important de parler à votre médecin pour vous faire dépister parce que la mise en place d'un traitement, ça peut vraiment renverser certains problèmes cognitifs qui ne sont pas dus à la maladie d'Alzheimer, mais justement à l'absence d'air, d'oxygène qui arrive au cerveau à cause des apnées. Mhm. Fait que pour résumer, oui, ça reste un facteur de risque au niveau de la maladie d'Alzheimer et c'est important de se faire dépister. La prochaine question qu'on a, c'est est-ce qu'il y a un âge auquel le traitement n'est pas recommandé? Je pense qu'ici, on parle surtout du lécanéal donanemab, probablement. Euh, pas vraiment, en fait. Là, les études, ils vont quand même, j'imagine, un âge plus tard, là, en fait, là, dépasser 80, tout ça. Là, j'ai je pense pas là, qu'il y a. Non, il n'y a pas un âge. Les études, si je ne me trompe pas, ils en vont jusqu'à 82 ou 85, si je me rappelle bien. En fait, donc, il y a des gens qui sont comme relativement âgés. Là. C'est sûr que plus on vieillit, plus la présence d'amyloïdes dans le cerveau, ça se forme de façon un peu naturelle, en fait, on va dire comme ça. Donc, peut-être est moins spécifique au début des 100 ans. Donc, encore une fois, je dirais que les médecins spécialistes devraient être capables de vous donner des conseils par rapport à la nécessité ou non de prendre ces médicaments. Ok. Il y a quelqu'un d'autre qui pose une question à ce sujet aussi. Est-ce qu'on peut discuter de l'efficacité actuelle de ces deux médicaments? Bon, ça prendrait, je pense, un bonne heure là, pour parler de tout ça. Là. Qu'est-ce qu'on va dire là? On peut dire oui, c'est efficace dans le sens que ça n'arrête pas la maladie, on ne guérit pas l'Alzheimer, ça ralentit la progression de la maladie. En général, là, j'ai dit à mes patients, sur 4 ans d'évolution, vous allez probablement gagner 1 an d'autonomie supplémentaire. Vous allez donc, vous allez gagner 1 an sur 4 ans des traitements. Là. C'est ce que en général, j'ai dit en fait par rapport à ces deux nouveaux médicaments. En fait. Ok. Une autre question rapidement ici. Au niveau des services de santé qui sont disponibles concrètement par la suite d'un résultat PETO ou de synthèse positif, euh, quelles seraient les options à explorer? Peut-être parler au niveau des médecins de famille et des neurologues. Oui, 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 c'est ça. Mais c'est sûr que lorsque vous avez, ça dépend dans quel contexte vous avez passé ces tests. Enfin, en général, où c'est fait en recherche, là, donc pour la participation à un essai randomisé, comme j'imagine à la clinique des mémoires, là, on fait. En fait, là, à ces moments-là, ça dépend. Là, s'il y a un PETO 217, encore une fois, là, tu sais, c'est un facteur de risque. En absence des symptômes, si vous avez passé ce test dans les contextes de la recherche, si vous êtes positif, ça ne veut pas dire que vous êtes dans un état des maladies d'Alzheimer, là, mais probablement il faut surveiller ça, l'apparition des symptômes dans les prochaines années. Là. Donc, c'est une référence, un suivi par des cliniques de la mémoire, là, c'est peut-être une bonne idée là, pour observer l'apparition des symptômes avec les temps. Là. Enfin, si vous êtes par contre déjà symptomatique, ben là, vous avez le choix peut-être là, de commencer un des nouveaux médicaments si vous êtes admissible par ailleurs, ou bien prendre des traitements symptomatiques comme sont déjà disponibles pour l'Alzheimer depuis plusieurs années et modifier votre hygiène de vie, votre style de vie pour pouvoir optimiser vos chances là, des déclins, de ralentir le déclin. Ça tombe justement dans la dernière question qu'on va aborder aujourd'hui. C'est, attends un peu, je vais les retrouver. Attends un peu.
Quelles sont les meilleures activités pour garder notre mémoire active? Bon, c'est sûr que les recommandations, c'est de rester socialement engagé, là, avoir des projets, apprendre une nouvelle langue, avoir des être engagé socialement. Ça, c'est une chose très importante, je dirais. On parle beaucoup des sauts du cou, des mots croisés, des tests sur Internet. Je pense que ça vaut quand même la peine, en fait, là, se lancer dans ces tests-là. C'est quelque chose qui est quand même c'est recommandable, en fait, mais vraiment, tu sais, avoir des projets concrets, être engagé. Puis, bien évidemment, l'activité physique, là, c'est quelque chose qu'on recommande certainement. Donc, tu sais, une activité physique régulière, d'intensité modérée, en fait, là, plusieurs fois par semaine, c'est quand même recommandé. Une diète méditerranéenne aussi, là, donc en favorisant les fruits et légumes frais, peu des viandes rouges, peu des produits transformés, un peu des noix, tout ça, là, c'est quelque chose qui est recommandé pour une santé cognitive. Merci beaucoup. Donc, je vois qu'il y a quand même plusieurs questions qu'on n'a pas répondues. Ce sont surtout des questions qui vous posent des questions médicales personnelles. Donc, c'est pas le contexte pour discuter de tout ça. Je dirais aux gens qui ont des questions personnelles médicales, faites un rendez-vous avec votre médecin de famille ou rappelez la clinique mémoire si vous êtes suivi là-bas et on va pouvoir vous répondre dans un contexte un peu plus confidentiel que celui-ci. Donc, merci à tous et à toutes pour vos très bonnes questions, pour votre engagement aujourd'hui. Et merci à Dr. Vitali qui nous a fait une très belle présentation. Moi, j'en ai appris aujourd'hui. Je suis certaine que tout le monde ici, pareillement, aussi ont appris des choses. Et donc, je vais remercier tout le monde la dernière fois. C'est la dernière jasette de l'année. On va se reprendre, pas de l'année, de la saison. On va se reprendre début septembre pour les prochaines. Donc, restez à l'écoute pour tout ce qui s'en vient. Donc, merci beaucoup et bon après-midi. Merci.